Bonsoir, c'est le 20h du dimanche soir, un journal magazine, les titres. Elle a carrément mis le Rwanda dos au mur au sommet annuel de l'Union africaine. La chef du gouvernement congolais a mis au grand jour, donc a exposé les atrocités de l'agression rwandaise. Elle a exigé des actions contre Kigali. Addis Abeba, Judith Suminwa a condamné le laxisme de l'UA face à la guerre imposée à la RDC par le régime rwandais, à l'origine des crimes les plus graves, des déplacements des populations. Intox, désinformation, des armes utilisées par le Rwanda dans la guerre d'agression de l'Est de la RDC. Le journaliste appelé à vérifier ses sources. Les téléspectateurs à s'abreuver à la source qui est pour la RDC les médias officiels. La RDC tam-tam d'Afrique résonne encore dans l'environnement médiatique congolais. Ce sera le grand reportage de ce magazine. Et puis l'exploitation illicite des minéraux congolais par le Rwanda détruit le tissu économique et empêche le pays de Félix Tshisekedi de décoller. La guerre d'agression rwandaise qui sévit dans l'est de la RDC n'arrange guère les choses. Qu'en est-il du cadre juridique du secteur minier en RDC pour sécuriser ce secteur? Donc, dossier à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres et merci de nous suivre. Et on ouvre bien sûr ce journal magazine avec la partie consacrée à l'actualité. Le gouvernement suit heure par heure la situation à Bukavu marquée par l'entrée de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23, contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, y compris l'implication du président Macron. Le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, des pillages et de nombreux crimes commis et des violations graves des droits humains sur le sol congolais. Le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Il invite la population de Bukavu à rester à la maison et à ne pas s'exposer pour éviter d'être la cible des forces d'occupation. Bukavu, Goma et tous les autres coins occupés dans le nord et le sud Kivu constituent le symbole de la résistance. On appelle à rester debout, vigilants, résilients et unis face à cette épreuve derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la RDC, commandant suprême. Au sommet annuel de l'Union africaine, la chef du gouvernement a mis en lumière les atrocités de l'agression rwandaise. Elle a exigé des actions contre Kigali. Addis Abeba, Judith Suminwa a condamné le laxisme de l'Union africaine face à la guerre imposée à la RDC par le régime rwandais à l'origine des crimes les plus graves des déplacements des populations. Chimendondo, Pompoumba, Djokoukou. La sécurité de la RDC doit demeurer une priorité pour l'Union africaine et ses membres, a déclaré la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, samedi 16 février, lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La chef du gouvernement congolais a condamné le laxisme de l'Union africaine face à l'agression de son pays par le régime rwandais qui est à l'origine de crimes le plus grave et le déplacement de population. Pour une fois, il va falloir ne pas garder une position de neutralité, mais effectivement affirmer que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc nous avons eu des échanges à ce niveau-là et je pense qu'un certain nombre de pays autour de nous ont pu affirmer, pour une fois en tout cas, le nom du Rwanda en dehors de la RDC a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur en ayant des troupes sur le territoire congolais. Et donc dans le résumé en fait du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel au processus de Luanda, la continuité du processus de Luanda avec pour la partie congolaise la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Au cours du sommet, les élections ont eu lieu, aboutissant au remplacement de Moussa Faki à la tête de la Commission de l'Union africaine par le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf.
Ces changements de leadership est perçu comme une opportunité pour redynamiser l'organisation et répondre plus efficacement aux crises en cours. Au terme de travaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a évoqué l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de poursuivre le processus de paix de Luanda. Elle a boycotté la traditionnelle photo de famille, lançant ainsi un signal fort au monde entier. Et la Banque mondiale envisage d'adapter son appui budgétaire en RDC face aux défis de la guerre. Une volonté exprimée par le directeur pays de cette institution de Bretton Woods à la séance de travail avec le ministre d'État en charge du budget. Reportage Rekinduzi Loya rendu par Edi Tchala. Au cours de l'audience lui accordée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, le directeur pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Albert Zeoufat, a exprimé la solidarité de son institution face aux souffrances engendrées par la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Il a déploré l'impact humain et économique du conflit dans l'est du pays, soulignant l'inquiétude grandissante de la Banque mondiale face à cette situation. La situation à l'est de la RDC est extrêmement préoccupante et touche la Banque mondiale en premier chef. Cette crise aura un impact fiscal, que ce soit au niveau du commerce, au niveau des recettes. Et c'est le moment, comme l'a suggéré le président de la République, en fait, de s'assurer qu'on agisse pour contrôler, réduire le train de vie de l'État, pour se concentrer sur les dépenses absolument indispensables, que ce soit effectivement des dépenses pour défendre le pays, mais aussi des dépenses pour continuer à servir les besoins de la population, que ce soit en éducation, en santé. Selon la Banque mondiale, cette guerre exerce une pression fiscale majeure, affectant à la fois le commerce et les recettes de l'État. Consciente du rôle crucial des finances publiques en temps de crise, la Banque mondiale s'est dit prête à adapter son portefeuille d'appui budgétaire aux circonstances actuelles. Nous sommes disposés. Cette flexibilité financière permettra au gouvernement congolais de mieux faire face aux pressions économiques et de poursuivre les réformes essentielles dans un contexte marqué par une guerre aux conséquences lourdes pour le pays. Et la RDC bientôt dotée d'une identité numérique, un accord signé entre le ministère des Postes et Télécommunications et la société Tridenti Digital Tech Holding à Singapour marque ainsi le début de la phase opérationnelle de ce projet d'identification numérique. Nono Mansekou pour les détails. À Singapour, le ministre congolais Augustin Kibasa Maliba des Postes, Télécommunications et du Numérique a signé un accord avec la société Tridentity Digital Tech Holding. Ces partenariats entre ces deux pays marquent l'entrée dans la phase opérationnelle du projet de déploiement du système national d'identification numérique en République démocratique du Congo. Cette phase de mise en œuvre sera axée sur la création d'une infrastructure robuste garantissant l'accès de manière sécurisée à toute la population aux services gouvernementaux grâce à une identité numérique vérifiée qui est un pilier essentiel de la modernisation de notre pays au travers de la transformation numérique, a souligné Augustin Kibasa Maliba. Au moment où le président arrive au pouvoir, nous avions que, comme taux de pénétration des télécommunications, nous étions qu'à 47% et le taux de pénétration d'Internet n'était qu'à 16%. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation en ce qui a trait au taux de pénétration des télécommunications, nous sommes à 62%, et en ce qui a trait au taux de pénétration Internet, nous sommes à 33% aujourd'hui. La transformation numérique qui est vraiment portée par le gouvernement, compte tenu de la vision du président, l'un des piliers pour la mise en place du e-gouvernement, c'est justement l'identification numérique. Pour les fondateurs de Tridentity Digital Tech Holding, la signature de cet accord représente une étape cruciale qui vise à offrir aux Congolais des services avancés de vérification et d'authentification d'identité numérique sécurisés et accessibles. Le
Le chef de l'État congolais a participé en Allemagne à la conférence internationale sur la sécurité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu des entretiens tour à tour avec l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, chargé des missions spécifiques, et avec le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères sur l'invasion rwandaise dans l'est de la RDC. Et de retour au pays, le chef de l'État a reçu en début de semaine le rapport des membres du gouvernement qui ont participé à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse. Sa sélection est signée Kibambe Somoïsa. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de semaine une délégation de membres du gouvernement revenant de Genève en Suisse, où ils ont pris part à une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. Ils ont présenté au chef de l'État le rapport de ces assises qui se sont apaisanties sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du territoire national. Nous avons pu obtenir un vote unanime du Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la RDC, a dit en substance le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya au sortir de la rencontre avec le chef de l'État. Après les églises catholiques et protestantes, c'était autour des plateformes de confessions religieuses composées notamment des églises du Réveil, des musulmans, de l'armée du salut, des églises kimbanguistes et orthodoxes et de l'église des Noirs d'être reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les hommes d'église ont annoncé au chef de l'État une série de manifestations qu'il compte organiser, notamment les prières selon le rite et la particularité de chaque confession religieuse. Au cours d'une session extraordinaire convoquée par le Parlement, le procureur général près la Cour constitutionnelle et deux juges de cette haute institution ont prêté serment devant le président de la République, magistrat suprême, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Cette cérémonie solennelle intervient après les nominations par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 13 janvier 2025 du procureur général près la Cour constitutionnelle Moké Mayele et des juges de la Cour constitutionnelle Aristide Kaindo et Madame Marthe Odio Nonde. Nommé également au terme des ordonnances présidentielles, le premier président du Conseil d'État, Madame Tsenselewa Sensele Brigitte, le procureur général près le Conseil d'État, Mokolo Kokesha Jean-Paul, et le premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Mutombo Kesse Rose, ont prêté serment devant le chef de l'État, magistrat suprême, dans la salle des congrès du Palais de la Nation, où l'on a noté la présence des chefs de toutes les institutions de la République et de plusieurs autres invités. D'entrée de jeu, le conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba, a circonscrit le contexte de la cérémonie du jour, traduisant la volonté du chef de l'État de poursuivre sans désemparer les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire de la RDC pour la construction d'un véritable état de droit, fondement de sa vision, a précisé le conseiller principal du collège juridique et administratif. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué le déplacement de Munich en Allemagne pour participer à la 61e conférence sur la sécurité. En marge de ces grands rendez-vous de chefs d'État et de dirigeants d'organisations internationales et non gouvernementales, le chef de l'État a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, chargé des missions spécifiques. La rencontre a été marquée par des échanges constructifs sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Toujours à Munich, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Maxime Prévost. L'homme d'État belge a réitéré son soutien au président Félix Tshisekedi et condamné l'invasion rwandaise tout en exigeant des sanctions contre le régime de Kigali.
Le Parlement européen met la pression sur le Rwanda. Le monde a célébré ce jeudi la journée internationale de la radio, le 13 février donc, et aussi les deux chambres du Parlement qui ont clôturé séparément la session extraordinaire convoquée pour évoquer la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Voilà entre autres sujets retenus dans la rubrique Semaine en 5, signé Mami Kadima. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a dominé l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Procès Rwanda-RDC à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple à Arusha. Le Rwanda a tenté les forcings pour pousser la Cour à se déclarer incompétente. À Goma, les bilans des morts revus à la hausse. Le ministre des Santé publique l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue jeudi. À ce jour, les chiffres sont alarmants. Plus de 4000 personnes tuées et 4260 blessés enregistrés. À cela s'ajoute l'évasion des malades atteints de Mpox. Seuls 33 ont été retrouvés. Toujours dans la semaine, l'Union européenne a pris une résolution contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Les résolutions recommandaient entre autres la suspension de l'accord avec le Rwanda sur le minerai, arrêt de l'envoi d'armes au Rwanda, gel de toute assistance militaire. Et puis ouverture ce vendredi du 33e sommet annuel de l'Union africaine. Un sommet qui va axer sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. La première ministre a représenté les présidents de la République et a pris parole ce vendredi pour dénoncer l'agression rwandaise. Par ailleurs, la RDC ne regorge pas des ethnies minoritaires menacées, contrairement à l'argument avancé par Kigali. Et dans cette mosaïque ethnique, on retrouve les Banyamulenge. Cette communauté était chez les vice-premiers ministres de l'Intérieur pour réaffirmer leur attachement à la patrie et apporter leur soutien aux forces armées congolaises. À Kinshasa, les deux chambres du Parlement ont clôturé la session extraordinaire le jeudi 13 février. Au cours de cette session, les parlementaires ont notamment formulé les recommandations dont la primeur a été réservée au chef de l'État sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les parlementaires ont, conformément à la demande du président de la République, tablé sur les stratégies diplomatiques et politiques. De son côté, la première ministre a réceptionné les rapports de la troisième enquête démographique de santé 2023 et 2024. Le taux de mortalité infantile a significativement diminué à 24 décès pour 1000 naissances en RDC. Terminons cette rétrospective par la célébration de la journée mondiale de la radio, occasion pour la hiérarchie Radio-Télévision nationale congolaise de dresser l'état de lieu de ses médias officiels, évaluer l'impact de la radio en milieu rural. Intox des informations des armes utilisées par le Rwanda dans la guerre d'agression de l'Est de la RDC. Le journaliste a appelé à vérifier ses sources et les téléspectateurs à s'abreuver à la bonne source que sont les médias officiels. Le RTNC, Tam Tam d'Afrique, résonne encore dans l'environnement médiatique congolais. Ce grand reportage de Joséphine Liondo et de Rhys 10 Kitutu tombe à point nommé puisque le monde entier a célébré la radio le 13 février dernier. La radio, un moyen de communication de proximité, elle est le seul moyen pour les populations rurales d'accéder à l'information. Pour ce qui est de la radio nationale congolaise, une source fiable pour lutter contre la désinformation des masses en cette période où la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est. Elle rassure sur ces sources d'informations livrées en temps réel dans ces différents journaux parlés. En temps réel, avec la rapidité de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, bien sûr, nous sommes servis par l'Internet, mais d'abord, je précise d'abord, nous nous basons sur les sources officielles comme source d'information dans la collecte des informations avant de les traiter pour les diffuser sur la radio nationale en cette période de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Nous misons beaucoup plus sur les sources officielles, notamment les porte-parole de l'armée nationale, le général Sylvain Ekenge, les porte-parole du gouvernement central, Patrick Mouya Katembwe.
Nous avons des correspondants à travers les 26 provinces de la RDC au niveau de la radio nationale. Mais en ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement à Goma, comme c'est un sujet très très sensible, nous devons être prudents dans le traitement des informations qui nous viennent de Goma et dans l'Est de la République démocratique en général. Émettant sur la fréquence 100.0 MHz, des milliers d'auditeurs et auditrices captent au quotidien la radio nationale avec son programme varié et adapté au contexte actuel. Par rapport à la situation de l'Est, c'est-à-dire que ça fait déjà un mois, nous avons changé tous les couleurs des émissions. C'est-à-dire que nous jouons plus des chansons patriotiques et des chansons qui cadrent avec la situation qui est à l'Est. La journée mondiale de la radio célébrée le 13 février dernier a coïncidé avec la réception de nouveaux équipements radiophoniques dans le cadre de la modernisation de la radio nationale. Nous avons des stations relais, c'est-à-dire des stations provinciales nous prennent en relais. Quand je suis rentré à cette maison, on nous suivait à partir de la Belgique. Vous ne pouvez pas capter la RDC comme en Belgique, aux États-Unis, disons, en Amérique latine, pas c'est partout, en nation nous suivons. Mais c'est ce que nous demandons maintenant aux autorités, pour que puissions avoir le VT qui va nous permettre de reprendre la place qu'on occupait auparavant, qu'on l'appelait le grand tam-tam de la rue, on n'avait pas de possibilité pour que nous capter ailleurs. La radio est aussi un outil de sensibilisation aux enjeux nationaux. Voilà pourquoi la radio nationale a le devoir d'être outillée pour faire face à la concurrence et lutter efficacement contre la désinformation. La journée mondiale de la radio, c'était l'occasion pour nous de suivre de près la journée d'une des plus belles voix de la radio nationale, Blandine Mafutala. Ici, son portrait est dressé par Chantal Okoloba. Les présentateurs ou la présentatrice couronne le travail d'une rédaction ou d'une équipe. Il ou elle est l'image du média. Elle ou il a pour mission de livrer les informations aux auditeurs. Blandine Mafutala en est un exemple. Elle a la quarantaine révolue et une journaliste et présentatrice de la radio-télévision nationale congolaise. De nationalité congolaise, elle a fait ses études supérieures à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Quel est son parcours et comment s'organise-t-elle dans son métier de journalisme à la radio? Je organise 20 ans de service. J'étais à côté des grands journalistes pour mon journal, je le prépare à partir de la maison. Quand je suis une édition précédente. Le journalisme, mieux la présentation du journal est une option pour Blandine. Une profession qu'elle a accomplie avec dévouement et abnégation dans les soucis de servir la population congolaise. Dans la radio, je peux dire que c'est le meilleur rôle, c'est aussi une passion. Comme j'étais déterminée, je suis venue à la RTC pour être journaliste pour apprendre. Et il y a quelqu'un qui a arrivé tout récemment, un ancien ministre de la RTC qui m'a dit, quand tu veux faire la radio, sache que la radio, c'est la meilleure école. L'ascension n'est jamais facile, elle se rappelle de quelques obstacles sur son parcours. La première difficulté, c'était m'intégrer. À la rédaction radio, ce n'était pas facile. Il y avait des gens qui me disaient dans le voyage, qu'est-ce que tu veux faire quoi ici? Comme je voulais être journaliste jusqu'à la fin, j'ai surmonté ces épreuves-là. Parmi ses auditeurs, Blandine a fidélisé quelques-uns qui ont témoigné sur ses prestations. Je connais Blandine Mafutala Nafissa, une grande présentatrice du journal. Elle est prête à affronter ses papiers et venir le présenter aux auditeurs. Et continuer à être cette Blandine qu'on a connue 10 ans, 15 ans avant, assidue. Ces métiers nobles nécessitent la compétence, la culture générale, car les présentateurs ou la présentatrice est le miroir du journal et du niveau de sa rédaction. L'exploitation illégale des minerais par le Rwanda détruit le tissu économique, je disais donc les tissus économiques du pays. La guerre d'agression rwandaise qui sévit dans l'est de la RDC n'arrange guère les choses. Qu'en est-il du cadre juridique du secteur minier en RDC? Pour sécuriser ce secteur, donc, Malumbela en parle dans ce dossier. Le gouvernement de la République vient d'activer le levier du code minier à son article 6, plus d'exploitation
importation, ni exportation, ni vente des minerais de la RDC en provenance du Nord et Sud Kivu. Face au pillage des ressources, à l'exploitation illicite des minerais qui financent des conflits armés et la guerre d'agression rwandaise dans l'Est de la RDC, tous les sites miniers des territoires de Kalehe au Sud Kivu et de Massissi à Rubaya et Nyabibwe au Nord Kivu sont désormais déclarées zones rouges. Ces mesures sont saluées par les acteurs de la société civile afin de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Le velléité expansionniste de Kagame consiste non seulement à devoir contrôler les terres, mais également à contrôler ce qui va avec les terres, à savoir ici leurs ressources naturelles. Quand même qu'il y a eu beaucoup de rapports, y compris le dernier qui est le rapport d'experts, de groupe d'experts des Nations Unies, sur la question qui démontre en réalité que le Rwanda est en train davantage maintenant d'exploiter leurs ressources naturelles. On le sait que Rubaya notamment reste la mine la plus importante. On veut parler des sites miniers les plus importants d'extraction du coltan notamment. Il n'y a pas seulement que Rubaya, il y a aussi quand même d'autres villages environnants, d'autres sites miniers environnants qui sont passés sous le contrôle. Et donc, on est là vraiment dans une situation de ce qu'on appelle l'exploitation illégale de ressources de la RDC par le Rwanda. L'une d'action, c'est d'activer l'article 6 du Code minier. Cette disposition du Code minier donne la possibilité à la Première ministre actuellement de pouvoir déclarer toutes les zones plutôt, ou tous les sites qui sont occupés par rebelles, comme état des sites qui sont des zones interdites à l'exploitation minière. Ne pas permettre à ce que le Rwanda puisse continuer à exploiter ces ressources-là. Cette mesure prise par le gouvernement congolais aura un impact sur le plan global et s'applique à toutes les grandes entreprises minières. Des sites miniers dans l'Est de la RDC déclarés zone rouge dans l'arrêté ministériel numéro 00031 publié le 12 février 2025 s'inscrivent dans une large politique de réforme du secteur minier congolais visant à garantir une exploitation transparente, équitable et sécurisée des ressources naturelles, le tout dans le respect de l'éthique. Il y a ce qu'on appelle la notion de le risque réputationnel lié à la chaîne d'approvisionnement. Donc vous avez énormément d'exigences actuellement qui voudraient que les acheteurs finaux, notamment les sociétés qui s'approvisionnent sur base de la production du cobalt ou de matières premières en général, que ces sociétés-là puissent effectuer ce qu'on appelle réaliser la diligence raisonnable. En fait, c'est ça qui est demandé. Au cœur du processus de diligence raisonnable, qui consiste en fait en faire que vous devez faire une évaluation. Si vous êtes par exemple basé aux États-Unis, ou basé en Chine, ou basé quelque part en Europe, et vous êtes en train de vous procurer des minéraux qui sont produits en RDC, il est obligé à la société de devoir faire une évaluation de risque pour s'assurer que les minéraux que vous achetez ou les matières que vous achetez viennent de zones qui respectent un ensemble de normes d'éthique, notamment qui respectent l'environnement et qui respectent les droits humains, mais également qui viennent de sites qui sont donc légaux. Il est donc temps pour le gouvernement congolais d'appliquer des mesures drastiques pour stopper l'hémorragie et protéger le secteur minier. Récemment, le groupe d'experts des Nations Unies, après leurs investigations sur l'exploitation minière de l'Est de la RDC, ont formulé plusieurs recommandations, notamment celle de sanctionner les pays et les particuliers qui participent à l'exploitation illicite des minerais du Congo, d'améliorer les mécanismes et règlements internationaux régissant certaines ressources naturelles. La majorité des routes de la commune de Lemba sont en état de délabrement très avancé. Des véhicules et motos sont coincés dans des nids de poules et ralentis par des bourbiers. Donc, une situation qui préoccupe les habitants de cette municipalité. Le grand reportage est signé Lucie Lavi-Kisenda sur des images de Patrick Kachala. Les avenues de Kinshasa sont impraticables. Des nids de poules par-ci, des routes défoncées par-là. À cela s'ajoutent les embouteillages monstres qui n'en finissent pas. La voie urbaine au niveau de la commune de Lemba laisse à désirer. Les routes de Lemba sont très délabrées. Des ordures partout, des eaux stagnent sur la chaussée. La commune de Lemba a perdu son prestige. De l'échangeur jusqu'au rond-point Ngaba, la route est très dégradée. La situation est la même. Des Super Lemba à Terminus.
en passant par la deuxième porte de Fikine. Il y a besoin d'une urgente réhabilitation. Il faut 2 à 3 heures de route de l'endroit appelé Première Porte au niveau de la foire internationale de Kinshasa jusqu'à Lemba terminus ou super à 2 km plus ou moins. Alors qu'en temps normal, ce tronçon peut vous prendre quelques minutes. L'état défectueux des routes et l'incivisme routier sont à la base des embouteillages. Vraiment, le constat est amer. La première des choses, je dirais que nous, la population de Lemba, nous ne respectons pas les caniveaux. Donc, nous bouchons nos caniveaux par des débris, par des déchets de nos maisons. C'est pour ça est en train d'abîmer la chaussée. Deuxièmement, c'est la commune. La commune doit prendre soin de caniveaux. À chaque fois, il doit tirer les caniveaux. Moi, je suis natif de Lemba. Je suis né grandi ici à Lemba. Et ce qui se passe ici actuellement, moi, je ne m'attaque pas au chef de l'État, au gouvernement. Ce sont les gens qui donnent l'argent. Ce sont des gens là qui font du mal en fait. Tu peux promener ta caméra. Tu vas constater qu'à Lemba, il y a des véhicules et motos qui sont coincés dans le nid des poules et ralentis par des bourbiers. Pour conserver les véhicules en bon état, les automobilistes ont choisi la voie des contournements, question d'éviter l'avenue Bypass totalement dégradée à l'entrée de la sous-région à la frontière avec la commune voisine de Matete. Tozali na Lemba, précisément na sous-région entre Okei Matete. Ya Lemba terminus. Vu que assistance exate. Ici au niveau de la sous-région, c'était des petits trous, mais actuellement c'est impossible de circuler sur ce tronçon. Parce que embouteillage est là. Mais ça va pas. On avait remblayé avec la caillasse, ça n'a pas marché. Et on veut refaire la même chose, au lieu de réhabiliter carrément la route. Sur le commerce de Lemba, d'un moment il peut sillonner pour voir l'état des routes. À la lire où vont les choses, la commune de Lemba sera isolée d'autres quartiers de Kinshasa avec des conséquences énormes. En attendant les grands travaux, la commune et la ville sont interpellées. Dans la suite de l'actualité, nous prenons le ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre en charge de ce secteur, vient de lancer une série de formations professionnelles gratuites. Reportage. Dans un monde de select, apprendre par compétence reste un atout majeur pour s'effrayer une place, d'où la révolution intellectuelle s'impose. Soucié d'adapter sa population à la vitesse de la révolution industrielle, le gouvernement congolais met en place un cadre gratuit d'apprentissage dans différentes filières destinés aux cadres, étudiants et jeunes apprenants, toutes tendances confondues. Ces derniers vont bénéficier de formations gratuites pour développer leurs compétences et connaissances. Objectif, c'est perfectionner dans les domaines spécifiques pour une orientation professionnelle. Pour cette première édition ouverte par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, au nom de la première ministre, près de 5000 candidats identifiés dans toutes les couches de la population venus des différentes provinces auront accès à cette formation. Ces challenges, initiés par le gouvernement central par les billets du ministère de la formation professionnelle, visent aussi à créer un acte de la jeunesse pour une formation de qualité adaptée aux besoins du marché congolais en vue de relever les défis de son employabilité. La construction d'une société fondée sur les compétences et la professionnalisation des métiers permet à coup sûr la construction d'une société équilibrée. Je salue et remercie les partenaires et tous ceux dont le soutien a rendu possible cette action en levant cet obstacle en vue de permettre à la jeunesse de notre pays d'accéder ainsi gratuitement à une formation de qualité et de se construire un avenir meilleur. Le gouvernement congolais s'est assigné cet objectif dans l'optique de construire une société basée sur les compétences et professionnalisme des métiers pour un monde équilibré. L'Agence maritime internationale du Congo, dotée de 14 têtes de remorque et de 6 véhicules pick-up pour sa relance. Guy Pascal Ngoma, numéro 1 de l'entreprise, voit là l'occasion de contribuer à booster l'économie nationale. Alain Bikaï.
La relance du transport multimodal en République démocratique du Congo fait partie des priorités de l'équipe dirigeante de l'Agence maritime internationale du Congo. C'est dans cette dynamique que l'administrateur directeur général a procédé à la remise des 14 têtes de remorques et 6 pick-up acquis sur fonds propres à son établissement. Selon le professeur Guy Pascal Ngoma, ces engins vont permettre à son entreprise de contribuer sensiblement à l'économie nationale et à l'effort de guerre lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le constatez, c'est la réception de ces engins, à savoir 14 têtes de remorque, mais aussi 6 pick-up utilitaires. Et donc c'est une promesse que nous avons faite aux agents et à l'AMIC Congo en général pour permettre à ce qu'on puisse améliorer davantage la flotte terrestre de AMIC Congo, qui est une grande société de logistique sur qui la République démocratique du Congo compte par rapport aux grands défis qui doivent être relevés. Et donc avec tout ce que nous sommes en train de faire, l'AMIC Congo est en train d'être revêtu d'une nouvelle robe. Cette robe qui nous permettra de relever ces grands défis, restaurer son image et contribuer au développement économique de notre pays. Un bon manager a déjà exhorté les cadres et agents à un usage efficient de cette flotte terrestre de l'AMIC Congo avant de sanctionner positivement les agents qui se sont distingués dans l'exercice de leur travail pendant l'année 2024. À l'université de Kinshasa, c'est le coup d'envoi de la campagne de reforestation. Le ministre de la Recherche scientifique, également président des anciens étudiants de l'Ovanium, en a donné le go. Gilbert Kabanda a planté un palmier au monument de Monseigneur Luc Gillon. Commentaire, Joséphine Lyondo-Yaélé. Une cérémonie qui se veut tout un symbole. Le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda a transmis par la plantation de ces palmiers royaux un message fort, celui de la reforestation de la colline inspirée. À cette occasion, Gilbert Kabanda a indiqué que ce palmier devrait croître pour donner un beau paysage, embellir ces monuments, contribuer au renouvellement du paysage de ces sites universitaires et lutter contre les réchauffement climatique. Ce monument, nous l'avons mis en place en 2018, le monument Monseigneur Luc Gillon. Nous, les anciens de l'université Lovanium, UNASA Campus de Kinshasa, UNIKIN, en mémoire du premier recteur de notre université. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, s'est dit heureux de voir le président des anciens étudiants de l'Ovanium inaugurer cette activité en cette année 2025 où l'université de Kinshasa est déterminée à réunir ses anciens étudiants afin que chacun remette à la digne mère ce qu'il a reçu d'elle. L'arbre, c'est d'abord le symbole même de la croissance, de la cohésion, mais c'est aussi apporter au propre comme au figuré une bouffée d'oxygène à l'institution UNIKIN. Décidément, un geste à imiter par les autres anciens étudiants de l'université de Kinshasa, ex-Lovanium. Des travaux qui auront duré 2 jours, la CNDH et son partenaire, le réseau des institutions nationales africaines de droits de l'homme, ont réfléchi sur le projet Solutions pour soutenir la santé sexuelle et la protection des droits des adolescents. D'amples explications avec Luisette Ntsakala, héros des Panda. L'harmonisation du cadre légal des droits sexuels et reproductifs des adolescents, c'est l'une des recommandations issu des travaux de Kinshasa sur les droits sexuels et reproductifs des adolescents tenus du 13 au 14 février 2025, organisé par les réseaux des institutions nationales africaines des droits de l'homme, RINADH, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, CNDH et certaines organisations de défense des droits des femmes, notamment le cadre de concertation permanent des femmes du Congo, CAFCO. Ces assises de Kinshasa ont permis à toutes les parties prenantes d'adopter pour la vulgarisation de lois et des normes de droit à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à la mise en place d'un cadre permanent de concertation. L'avenir de demain, c'est la jeunesse.
Alors si nous avons une jeunesse en bonne santé, et je pense que nous allons aller vers des horizons où le développement est assuré. Mais si nous avons une jeunesse malade à cause de l'ignorance des exigences de cette santé, de jeunes, la santé reproductive, la santé, si vous voulez, à tous égards, nous pensons que nous allons rater cette jeunesse. En tant que président de la CNDH, un réel plaisir d'avoir participé à travers les agents et cadres de la CNDH à cette rencontre importante. RINADH est une organisation régionale qui regroupe 47 institutions nationales des droits de l'homme en Afrique. Les épouses des militaires de la province de Tanganyika au front viennent de recevoir une assistance en vivres. Geste de Ariel Ndaya, superviseur de la dynamique Guilanyembo à Kalemi. Reportage. Les femmes des militaires FRDC qui se trouvent au Kivu en train de défendre l'intégrité territoriale de notre pays menacé ont reçu une assistance alimentaire. À l'initiative, Ariel Ndayalwamba, superviseur de la dynamique Guilanyembo des jeunes Tanganyika, qui a voulu consacrer ce 14 février mondialement dédié à l'amour aux femmes de ces vaillants soldats qui se battent courageusement pour la patrie. La dynamique Guilanyembo, nous soutenons toujours les œuvres du chef de l'État. La dynamique Guilanyembo a voulu en tout cas être la première association à encourager les autres à emboîter le pas pour que ces femmes ne se sentent pas seules et pour que leur mari aussi ne puisse pas se sentir délaissé. C'est une façon d'envoyer encore plus d'amour et plus de courage en prenant soin de leur famille. Nous savons que leur morale sera tranquille. Ils seront concentrés à défendre l'intérêt général pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la farine, du riz et bien d'autres ont été remis à chacune de ces femmes sous une admiration pure et vraie de la part de ses bénéficiaires. Nous disons merci à Maman Ariel Ndaya pour l'acte qu'elle a posé à l'endroit de nos épouses militaires. C'est une première dans la province du Tanganyika. Ariel Ndaya dit avoir posé ce geste dans la continuité de la récente mission du VPM Guilanyembo, son autorité morale qui a conscientisé la jeunesse du Tanganyika au patriotisme face à cette agression. Les infirmiers rangés derrière le président de l'ONIC, l'Ordre national des infirmiers, ont répondu à l'appel aux dons de sang lancé par le ministère de la Santé pour sauver les vies des militaires et autres victimes de la guerre d'agression à l'est de la RDC. Joséphine Liondoya-Ele, reportage. Au-delà de leurs rapports physiques dans la prise en charge des blessés de guerre et des malades pendant ces temps dans des zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, les blouses blanches de Kinshasa se sont mobilisées pour donner du sang afin de sauver des vies. Le président de l'Ordre national des infirmiers a prêché par l'exemple. Pour Kombadjeko, c'est un acte important de confraternité. L'infirmier est toujours à côté de la population, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances. Et les circonstances actuelles fait qu'il y ait beaucoup de blessés dans les provinces envahies par les forces négatives. Eh bien, on a besoin du sang dans ces provinces-là. Étant donné que notre vocation, c'est de travailler à côté de la population, donc nous ne pouvons que offrir ce que nous avons de mieux. Le sang, c'est la vie. Et donc, c'est notre rapport à cette population méritée. Occasion pour Kombadjeko de lancer un appel à tous les infirmiers et infirmières éligibles à donner du sang pour soutenir les personnels soignants dans les besoins. Nous appelons à tout le monde de venir donner du sang. Ceux qui répondent aux critères pour donner le sang, de donner, il n'y a rien, ils ne perdent rien. Mais le geste est important et ça montre vraiment de la confraternité. Il aide aussi à la population médicale. Toujours au chevet des malades, les infirmiers de l'Est sont doublement touchés par la situation de guerre. Cette initiative tombe à point nommé comme non seulement une réponse à l'appel du ministre de la Santé, mais aussi un appui à tous ceux qui en auront besoin.
Et une série de concerts patriotiques qui va durer 5 jours, lancée hier samedi pour une collecte de fonds en faveur des populations de l'Est de la RDC meurtrie. Un appel à la mobilisation nationale. Nous sommes à Kinshasa, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Renette Koulonga. C'est par les chants proposés par deux meilleurs chœurs de Kinshasa qui a débuté ce grand appel à la mobilisation. Le lieu choisi, c'est le Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Il faut cimenter par la culture notre pays. La culture, c'est la base de tout. Nous venons ici d'échanger notre savoir, donner du savoir aux plus jeunes. Le directeur du centre explique la raison de ces concerts. Vous savez, pour libérer le pays, pour sauver le pays, il faut d'abord que nous soyons unis. Pour être unis, il faut savoir qui nous sommes. Et ça, c'est le rôle de la culture, de rappeler aux Congolais d'où ils viennent, le travail de la mémoire, le travail de la responsabilité citoyenne. Alors nous avons voulu que les Congolais soient réunis aujourd'hui dans ce que nous avons appelé la Missa Congo. Faire une collecte de fonds pour ceux qui sont dans la misère de la guerre au Kivu. C'est dans le but de renforcer la souveraineté nationale, promouvoir la résistance culturelle et citoyenne, mais aussi renforcer la solidarité et la cohésion nationale. Car la culture met en exergue le valeur des responsabilités dans un pays. L'orchestre symphonique du choral Luc Gion, Pel Canto et la Grâce sous l'égide des maestros Armad Diangenda ont animé cette soirée patriotique avec beaucoup d'émotion. Voilà, et nous allons terminer avec l'UDPS, parti au pouvoir, qui a célébré ses 43 ans d'existence dans la méditation le samedi 15 février à travers une messe d'action de grâce dite en la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa. Par solidarité avec le FRDC au front à l'est du pays, le secrétaire général ad intérim de cette formation politique a lancé un appel à l'unité au sein du parti. Commentaire Joséphine Liondo. Le 15 février 2025, l'Union pour la démocratie et le progrès social a totalisé 43 ans d'existence. Pas de manifestations d'éclat à cause de la guerre d'agression rwandaise, toutefois une occasion d'implorer Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est à travers une messe d'action de grâce dite à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Dans cette initiative, le secrétaire général adjoint a tant renforcé la solidarité et l'unité au sein du parti. Et voilà, donc nous avons voulu remercier Dieu qui nous a donné ce pays et lui demander de nous aider derrière le chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir conserver notre pays, nos richesses, conquérir et reconquérir la souveraineté de ce pays pour que les populations puissent en bénéficier. Ce haut cadre du parti a à cette occasion invité les cadres et militants de l'UDPS à soutenir les FARDC, Ouazalendo et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout celui qui se dit congolais a l'obligation de défendre le pays lorsqu'il est attaqué. Le pays nous appartient à nous tous. Il s'y est de noter que l'UDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba, depuis les décennies, joue un grand rôle dans la lutte pour la démocratie en RDC. Deo Bizibou, dans son mot, a exhorté l'assistance de continuer à prier pour le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour vaincre les ennemis de la République. Un journal réalisé par Yolande Voka, coordination éditoriale et Rudis Kitutu. À 23h, ce sera la prochaine livraison d'actualité avec Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bon début de semaine à tous.